Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, ce trou impressionnant du côté de Briançon, un trou de 15 mètres. C'est une place de parking qui s'est effondrée. Les images et les réactions dans un instant. Peut-on voter dans une commune sans y vivre? C'est la question qui se pose du côté de Saint-Léger-les-Mélèzes. Des anciens habitants passeront devant le tribunal demain. Un recours a été déposé, on vous dit tout dans un instant. Et puis zoom en fin de journal sur le coup de gueule d'un photographe professionnel des Hautes-Alpes. Il ne supporte plus que le CDT utilise des images venant des États-Unis pour vanter le département. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce mercredi dans les Alpes du Sud et il y aura un peu de neige en plaine. Allez, on attaque ce journal évidemment avec des images impressionnantes. Un trou de plus de 15 mètres à Briançon. Une place de parking s'est effondrée. C'est la place du médecin général Blanchard. 2 voitures ont été englouties. Dans une des voitures, le conducteur qui manœuvrait n'avait pas vu le trou. Il a lui aussi chuté, mais n'a été que légèrement blessé. On revient sur les faits avec Maurice Dufour, adjoint aux travaux à la mairie de Briançon. Ce matin, des véhicules étaient stationnés donc, le long de la place Blanchard, le long du rempart, au fond là. Et donc un des véhicules est passé à travers la rambée et s'est retrouvé en fait dessous. Un autre véhicule qui n'avait pas vu en fait n'a pas vu en fait le trou qui a été creusé est parti en marche arrière et s'est retrouvé aussi sous l'enrobé. Il y avait 2 personnes qui étaient à l'intérieur du véhicule. Ces 2 personnes ont pu sortir du véhicule, avaient une échelle qui était sur le toit du véhicule, pas sur le toit puisque le toit il était dessous, mais avait une échelle. Donc on peut le positionner le long du mur et on peut sortir en fait de l'orifice qui a été créé. Pour l'instant, on n'a aucun élément de réponse sur ce qui s'est passé. Il va falloir qu'on analyse. Un des premiers travaux qu'on va avoir à faire, c'est de dévier la grande gargouille, puisque la grande gargouille passe dessous et sort de l'autre côté, et qu'on risque, qu'il peut y avoir un risque en fait d'obstruction de la grande gargouille. Donc il faut qu'on la dévie pour l'envoyer sur un autre passage pour pouvoir la rejeter dans la Durance facilement. Et ce matin, il y avait bien sûr de nombreux badauds devant ce trou impressionnant comme Bruno qui a eu beaucoup de chance. Il avait garé sa voiture sur cette place. Écoutez-le. Ce matin, c'est arrivé vers 10h. J'ai reçu un coup de fil chez moi comme quoi il fallait que j'évacue ma voiture, comme quoi il y avait un effondrement. Et donc j'ai évacué tout de suite ma voiture parce que bon, c'était une obligation quoi. Et donc quand je suis arrivé sur les lieux, effectivement, il y avait le trou et tout quoi. Donc en fin de compte, j'ai pas évacué ma voiture tout de suite, c'est eux qui l'ont évacuée directement, quoi. Ils l'ont emmenée directement. Oui, je l'ai échappé belle, oui. Surtout pour ma voiture, parce que bon, elle était présente la veille au soir à cet emplacement. Allez, tout autre sujet maintenant. Peut-on voter dans une commune sans y habiter? C'est la question qui se pose, notamment du côté de Saint-Léger-les-Mélèzes. Un recours a été déposé par un habitant qui reproche à d'anciens habitants de pouvoir continuer à voter pour les élections municipales. Alors, le maire de la commune, Gérald Martinez, monte au créneau. Pour lui, on peut garder des attaches à Saint-Léger. Écoutez-le. Oui, déception pour ces jeunes parce qu'ils ont une attache dans le village, ils sont nés pour la plupart dans le village. Et puis voilà, c'est préjugé de ce qui va se passer dans l'urne. Donc c'est un petit peu dommage de voir ces jeunes privés du droit de vote dans leur commune d'attache. Voilà, c'est un petit peu ça. Ils ont une grosse déception puisque bon, c'est vrai qu'ils sont attachés de cœur à leur village, comme dans tous les villages. Voilà, quand on est né dans un village, on aime bien participer à cette vie. Puis s'ils avaient eu envie de voter ailleurs, ils se seraient inscrits ailleurs d'eux-mêmes. Voilà, donc c'est vrai que comme ils n'ont pas fait cette demande-là, nous avons pensé de manière légitime qu'ils pourraient continuer à voter sur leur commune d'attache. Et le tribunal devra se prononcer ce mercredi sur cette affaire. On poursuit ce journal avec un fait divers. Une avalanche est produite aujourd'hui à Réallon à 13h. 2 skieurs ont été emportés sur plus de 300 mètres. 2 hommes, l'un de 61 ans et l'autre de 72 ans. Ils ont été héliportés sur Réallon. Ils ont été embarqués donc sur 300 mètres de dénivelé. La cassure faisait 30 mètres de large sur 40 cm d'épaisseur. Je vous propose d'écouter la dame qui a recueilli les skieurs dans un refuge. J'ai vu l'hélicoptère se poser en bas de chez moi. Ça leur laissera un mauvais souvenir. Mais apparemment, ils n'étaient pas trop choqués. Ils sont rentrés chez eux sans problème. Ils sont repartis tous les 5. Ils sont restés, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure devant le poêle au gîte à se réchauffer. Ils n'ont pas été blessés parce qu'ils n'ont pas été complètement enfouis. Ils n'ont pas eu de problème pour respirer. Donc, je pense qu'ils ont été choqués parce que bon, ça fait toujours peur de se retrouver sous un tas de neige.
Allez, politique maintenant, et on poursuit notre tour d'horizon avant les élections municipales direction Gap. Roger Didier n'a pas encore officialisé sa candidature à sa propre succession. À gauche, Jean-Claude Ayrault et Bernard Josso n'ont pas trouvé d'accord. Le point avec Clara Lolstis. Ils se marquent à la culotte. Ce samedi, en effet, Jean-Claude Ayrault et Bernard Josso inauguraient leurs locaux pour la campagne des municipales. Le candidat du Front de gauche rue Jean Aymar et le candidat au Parti socialiste rue Carnot. Les municipales sont donc lancées et les deux candidats sont prêts, à défaut d'avoir trouvé un accord pour une liste d'union au premier tour. On va avoir une permanence qui sera organisée de au moins 2 heures par jour, sauf le dimanche et le lundi. On va avoir des réunions, l'équipe de campagne se réunira tous les lundis soirs à 20h. Et puis on va avoir des réunions à thème, les candidats vont se réunir pour préparer et élaborer la liste. Donc c'est vraiment notre lieu de prédilection pour l'expression de la démocratie. C'est une équipe rassemblée que je souhaite, une équipe rajeunie, une équipe talentueuse et compétente. Cette ville de Gap, je la souhaite plus belle, plus ouverte, plus modernisée, une ville qui se tourne résolument vers le futur. Quant à la droite, a priori pas d'autre liste. Roger Didier devrait annoncer qu'il est candidat à sa propre succession dans les jours qui viennent, avant de présenter son équipe début février. On le sait, à Gap, la tactique est bien connue. L'équipe est présentée au dernier moment afin que ceux qui sont exclus n'aient pas le temps de se retourner et de monter une liste concurrente. Roger Didier est soutenu par l'UMP, bien que membre du Parti radical de gauche. Qu'on ne se leurre pas, c'est bien un homme de droite, déclare la députée PS Karine Berger. Et selon elle, c'est très bien comme ça. Il n'est pas difficile d'hériter M. Didier en même temps, je peux vous l'assurer. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans la démarche de M. Didier, c'est qu'il s'irrite dès qu'on fait une remarque. Et en même temps, il est le premier à créer une sorte de situation très dure, puisque je rappelle toujours que lors du passage du Tour de France cet été, il a refusé que je sois présente à la tribune, alors que je suis députée de la circonscription. En termes de position un peu sectaire, un peu agressif, je trouve quand même qu'on est au maximum de ce qu'on peut imaginer dans le département. D'ailleurs, Pierre-Bernard Raymond, avec qui je déjeunais avec les représentants du bâtiment mercredi midi, quand il présente la situation politique de Gap, dit très clairement que Roger Didier est UMP et correspond bien évidemment à la ligne de droite. Alors à Gap, les choses sont à ce stade assez claires. La liste du maire sortant Roger Didier, où il devrait y avoir pas mal de nouvelles têtes et peut-être toujours François Darroux comme premier adjoint, la liste gauche de Jean-Claude Ayrault et la liste PS de Bernard Josso, soutenus par le Modem et le Parti communiste, les écologistes ayant décidé de ne pas prendre parti dans cette élection. Politique toujours, et Romain Grisca, candidat d'hiver droite aux élections municipales de Briançon en mars prochain, présenté aujourd'hui ses 10 engagements pour la ville. Le candidat d'hiver droite souhaite ainsi incarner l'alternance politique ainsi que la rupture. Terminons notre page politique avec Karine Berger, la députée de Hautdale qui était hier soir sur France 2. Dans l'émission Mots croisés, elle a débattu avec Luc Châtel. Au programme, le chômage et les charges, les meilleurs moments. Déjà, il y a des choses qui sont réussies. C'est la baisse du chômage des jeunes. C'était la priorité. Quand on est dans une crise économique, les premiers à payer l'addition sur le marché du travail, ce sont les jeunes, les moins de 25 ans. Ma question, c'est comment on peut parler de stabilisation ? Ça fait 8 mois que le chômage baisse pour les jeunes. Pour le reste, c'est vrai que l'objectif n'est pas atteint complètement. C'est-à-dire qu'on a un ralentissement très fort de l'évolution du chômage, mais de toute façon, la bataille doit être poursuivie. Ce qui est important aussi, c'est qu'au cours des derniers mois, il y a de l'emploi qui a été créé en France. Non, je voudrais répondre. Je comprends que ce soit très difficile ce soir pour Karine Berger d'essayer d'assumer ce qui était l'engagement principal de François Hollande. Et d'ailleurs, je note qu'aucun ministre du gouvernement n'a eu le courage de venir sur ce plateau défendre la politique. Donc ça témoigne un peu de la débandade dans laquelle... Sincèrement, il y en a beaucoup qui sont en Turquie et certains à l'Assemblée. C'est-à-dire, quand on sait, moi, je me réjouis de la présence de Karine Berger aussi, qui connaît très bien ces questions. Elle permet de le redire. Et elle a beaucoup de courage de défendre, je dois dire, ce qui est difficile à défendre. C'est officiel, les enseignes de bricolage du département vont déposer un recours après l'avis favorable rendu par la CDAC hier pour l'implantation du brico-dépôt à Tallard. Dès que le résultat sera rendu publiquement, nous engagerons un avocat qui s'occupera du recours, déclare aujourd'hui l'un des responsables d'une enseigne de Gap. Et puis restons à Tallard avec cette mise au point de Jean-Michel Arnaud concernant le restaurant Saint-Al. Ulrich Benhamar, opposant notoire de l'actuel maire de Tallard, dénonçait l'attitude de la mairie qui, selon lui, souhaite
souhaité fermer son restaurant alors que les travaux permettant d'ouvrir le restaurant avaient été réalisés. Aujourd'hui, Jean-Michel Arnaud répond et explique souhaiter mettre fin aux informations erronées sur l'activité de restauration de l'établissement. Le maire de la commune qui rappelle que sa fonction de maire l'oblige, au titre de ses pouvoirs de police, à l'application des règles de sécurité. Tout autre sujet maintenant, on évoquait les chiffres de la délinquance dans les Hautes-Alpes. La semaine passée, plus 136% de vols avec violence sur un an, de septembre à septembre. Alors, les chiffres officiels seront publiés demain au cours d'une conférence de presse. Mais le préfet des Hautes-Alpes a tenu à clarifier la situation avant cette conférence. Écoutez-le. Il ne faut pas contester cette montée, mais qui est liée à deux effets. La première, c'est qu'elle est sur 9 mois et qu'elle intègre les mois d'été. Et vous savez que l'été, dans le département des Hautes-Alpes, nous avons presque 50 000 à 60 000 personnes en plus, ce qui mathématiquement, malheureusement, fait monter les chiffres. Donc tout cela va être lissé ensuite sur l'année où forcément, à partir du mois de septembre, ces faits sont en très forte baisse. Et puis, il y a aussi la loi des chiffres qui fait que vous savez que nous sommes un des départements les plus sûrs de France et où nous avons très peu de faits. Ce qui fait que lorsque l'on passe de 30 faits à 50 faits à l'année, eh ben, mathématiquement, ça fait monter d'un pourcentage extrêmement élevé. Et nous aurons d'ailleurs le même problème. Nous avons eu une personne qui, un jour ou sur plusieurs jours, a volé une trentaine de petites bicoques dans le fond des jardins. Ces 30 faits par une seule personne, oui, mathématiquement, vont faire monter les statistiques. Et sur l'année, on évoquerait plus une augmentation de 20% de vols avec violence. Tout autre sujet, maintenant, le coup de gueule de Bertrand Baudin, ce photographe professionnel qui traîne son objectif depuis maintenant 40 ans dans les Hautes-Alpes. Il ne supporte plus que les stations ou que le CDT utilise des images provenant de banques d'images des États-Unis pour vanter les mérites et les qualités de notre beau département. Il a envoyé une lettre à Xavier Cray. Écoutez-le. Ce que je leur reproche, en gros, c'est d'utiliser des photographies qui proviennent de banques d'images américaines pour faire de la promotion du département des Hautes-Alpes. Et en fait, pour faire du développement local, on utilise des photos qui viennent d'ailleurs. Je trouve ça absolument aberrant. C'est vrai que l'an dernier, nous avons signé avec les autres photographes du département, nous sommes à peu près une dizaine à avoir signé une convention avec le CDT, dans lequel nous nous engagions à ne proposer au comité départemental du tourisme les seules photos produites dans les Hautes-Alpes. Et quand je vois le résultat de cette convention, le comité départemental du tourisme utilise des photographies qui viennent de l'extérieur des Hautes-Alpes, et pire, ils vont les chercher dans les banques d'images américaines. Et de son côté, le CDT assure qu'il traitera directement avec l'intéressé du sport maintenant. Et la bonne nouvelle, on vous l'a annoncé il y a quelques jours, Coralie Dug sera au JO de Sochi. La frondeuse de Crévoux était notre invitée ce midi sur l'antenne de DC Radio et elle est ravie. On l'écoute. Moi, les Depuis l'adolescence finalement. C'est toute une histoire, on va dire. Parce que c'est sûr que, je veux dire, pour tout sportif de haut niveau, les Jeux, c'est quelque chose qu'on a toujours dans le coin de notre tête. Y aller, c'est quand même l'aboutissement de tout sportif. Après, pour moi, vraiment toute une histoire, parce qu'on va parler, quand j'ai commencé à être senior, c'était l'époque de Turin, en 2006, où là, je suis passée à rien, j'étais un peu jeune, ils ne voulaient pas prendre de remplaçante et tout, donc là, c'était assez difficile pour y aller. Après Vancouver 2010, là, j'étais vraiment à un super niveau la saison d'avant. Malheureusement, je me suis blessée l'année de préparation pour ces Jeux et je fais tout pour revenir au haut niveau. Et là, je rate ma sélection de quelques secondes. De rien, ouais, je me sais. Voilà, donc là, ça a été vraiment difficile pour moi. Il a fallu que je me reconstruise. Et donc, dans ma tête, c'était ces 4 dernières années pour aller à Sochi et puis surtout faire vraiment une belle performance à ces Jeux. On termine ce journal avec Alos, la station la plus enneigée de France. Près de 2 mètres de poudreuse au pied des pistes. Alors forcément, ça intéresse les médias. Une équipe de Jean-Pierre Pernaut est venue faire un reportage. Le voici. Ce n'est plus un simple manteau blanc, mais bien une épaisse couverture de neige qui enveloppe les chalets. Au Val d'Alos, on n'avait pas vu cela depuis des années. Georges a enfin fini de dégager son entrée. Désormais, il peut profiter du décor. J'adore, c'est fabuleux, regardez quel paysage nous avons. Vous avez vu la hauteur de neige là?
Et il n'est pas le seul à avoir le sourire. Devant ce restaurant, on affiche fièrement les chutes de neige de ces dernières semaines. Pour ce commerçant, la saison ne pouvait pas mieux commencer. On a besoin de cette neige, on a besoin aussi du soleil comme aujourd'hui. Ça fait partie du complément, neige et soleil, pour faire des réussites au niveau des week-ends, des vacances scolaires et des saisons d'hiver. Cet hiver, les cumuls de neige sont conséquents. Ce pisteur secouriste fait des relevés quotidiennement. Verdict. Je suis en bout de sonde, elle fait 2,20 m. Voilà. Cette année, là, en pratiquement un mois et demi, on a pris à peu près 3,80 m. De la neige qui finit même par peser lourd sur les toits. Pour la dégager, une seule solution, avoir une pelle, des amis et du courage. On a la charpente qui commence à craquer, donc on a au-delà d'1,50 m, il est temps de faire quelque chose, voilà. Sur les pistes, les skieurs n'ont plus qu'à profiter de ces conditions exceptionnelles. La neige est fraîche et le soleil radieux sur les Alpes du Sud. L'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Dominique Le Guen. Le constat d'échec de François Hollande. Depuis la Turquie, où il effectue un voyage d'État, le président a reconnu n'avoir pas réussi à faire reculer le chômage en 2013. Seule solution, selon lui, pour y parvenir, la mobilisation de tous. L'UMP réclame la démission du ministre du Travail, Michel Sapin. Démission du gouvernement, abrogation au Parlement de lois anti-contestation. La crise en Ukraine connaît un tournant décisif. Alors que le président Yanukovych a officiellement accepté la démission du Premier ministre, l'opposition n'y voit pas une victoire, mais seulement un pas vers la victoire. Mohamed Morsi, de nouveau face à la justice au lendemain de l'appel de l'armée à une candidature du maréchal Al-Sisi à la présidentielle en Égypte. Le président islamiste destitué par l'armée comparaît pour son évasion de prison en pleine révolte contre Hosni Moubarak en 2011. Le même jour, un policier et un conseiller du ministre de l'Intérieur ont été tués au Caire. Des actes commis en pleine vague d'attentats djihadistes visant les forces de l'ordre. Le théâtre de la Main d'Or et des propriétés de Dieudonné perquisitionnées dans le cadre d'une enquête pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, blanchiment et abus de biens sociaux. L'humoriste controversé est visé par plusieurs enquêtes sur ses finances. La justice examine également ses appels aux dons sur Internet pour payer ses amendes, un acte passible de 6 mois de prison et 45 000 € d'amende. Reine d'Angleterre recherche personne bien sous tout rapport et surtout très discrète pour lui faire couler son bain. Outre le bain d'Elisabeth ou de ses invités, le candidat retenu devra notamment faire et défaire les bagages ou encore s'occuper du service du thé. CV et lettres de motivation sont adressées au palais de Buckingham. Coïncidence amusante, l'annonce paraît juste au moment où la souveraine se fait tirer ses royales oreilles par un comité chargé de surveiller ses dépenses. L'actu d'ici est d'ailleurs à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur d'ici TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr